Bonjour à vous tous et bienvenue à ce deuxième webinaire en agro-environnement pour l'année 2026 sous le thème agriculture numérique. Mon nom est Tarek, agronome conseiller en agriculture de précision, géomatique et technologie émergente au MAPAC en Montérégie. J'aurai le plaisir d'être votre animateur pour ce webinaire. Je serai accompagné par mon collègue et co-animateur Marc-Olivier Baudry, technicien en agro-environnement au MAPAC en Montérégie également. Un aperçu donc du déroulement de l'avant-midi. Nous avons trois conférences. La première sera présentée par Ghislain Poisson. Elle s'intitule Comment exploiter l'application Infosol pour de meilleures décisions. Puis nous enchaînerons avec notre deuxième conférence qui sera donnée par Nicolas Lefebvre sur la valorisation des données numériques en agriculture. Cette conférence sera suivie par une courte pause, disons 4-5 minutes. Puis nous finirons avec Maxime Leduc, qui nous parlera du développement d'un système d'aide à la décision pour déterminer le potentiel d'accumulation de matière organique du sol au Québec. Maintenant, nous allons débuter avec la première conférence. Très heureux d'accueillir Monsieur Ghislain Poisson. Ghislain, donc je t'invite à ouvrir ta caméra et ton micro, s'il te plaît. Oui, Très vous bien. m'entendez? Donc, très bien. Monsieur Poisson, oui, 5 sur 5, Ghislain. Monsieur Poisson est à l'emploi à la direction régionale de la Montérégie du MAPAC en tant que conseiller agricole spécialisé en agro-environnement et agriculture de précision. À cette fin, il a développé une expertise pour l'utilisation de la géomatique en soutien à la prise de décision agronomique. Il a travaillé depuis le début donc, sur l'application web Infosol et il continue de contribuer activement à son développement. Ghislain, à toi la parole. Alors, merci Tarek. Je vais essayer de vous faire, c'est un défi quand même d'essayer d'introduire l'application InfoSol puis d'essayer d'apporter le plus possible d'explications sur l'application. Au fond, ça va être mon objectif de partir de la base, au fond, pourquoi InfoSol, qu'est-ce qu'on peut y trouver au fond, quelle est la nouvelle version, un peu comprendre la nouvelle version, les trucs aussi pour être efficace. Fait que ça va être un peu l'objectif de ma présentation. Euh, et aussi pourquoi c'est un atout pour les producteurs puis les conseillers agricoles partout au Québec. Ça couvre pas seulement la Montérégie, mais toutes les régions du Québec. Je vais vous présenter un aperçu des principales données et des principales fonctions. Aussi offrir des conseils pour être efficace rapidement avec l'application. On va partir du début. Alors, une introduction à InfoSol. InfoSol contient des informations intéressantes concernant les sols et les cultures de toute la province. C'est vraiment une application géomatique qui a été pensée pour le milieu agricole avec des thématiques vraiment plus pertinentes pour tout le secteur agricole, même si d'autres intervenants y trouvent leur compte parfois. C'est un site qui est sans frais, mais une demande d'accès doit être faite pour utiliser l'ensemble des couches et des fonctions. Nous avons présentement autour de 12 000 comptes actifs, comptes existants dans InfoSol. Donc, 12 000 personnes ont rempli leur demande d'accès pour accéder à InfoSol. Ça requiert seulement une connexion Internet puis un navigateur web. Alors, l'exigence d'installer un programme n'est pas un frein. Et c'est ça. Présentement, InfoSol a un achalandage d'environ 6 000 connexions par mois. Donc, pour se retrouver, effectivement, la structure du site, la première fois qu'on se connecte à InfoSol, on va remarquer cette fenêtre-là. Tout d'abord, en haut à droite, vous allez remarquer que la pastille est orange la première fois qu'on se connecte. À ce moment-là, on est en mode hors connexion. Il faut dire que présentement, on a tout récemment, ouvert davantage de couches disponibles en mode hors connexion. Par exemple, les plans de drainage, on peut maintenant y accéder sans remplir son accès, sans mettre son nom d'utilisateur. Alors, il y a eu des changements tout récents à cet effet-là, mais on recommande quand même de s'ouvrir un accès. Il faut à ce moment-là cliquer sur la pastille, remplir le formulaire et tout simplement, vous allez recevoir un courriel, valider votre courriel et à ce moment-là, vous pouvez avoir un accès complet à toutes les fonctionnalités d'InfoSol. La structure d'InfoSol, au fond, à gauche, on a un ensemble d'onglets, dont le premier, le catalogue. Le catalogue, finalement, c'est un ensemble de répertoires qui, chacun, contiennent soit des couches d'informations ou soit d'autres sous-répertoires. Alors, l'information est classée par thématique.
C'est comme ça que vous allez retrouver l'information. Il y a d'autres onglets également qu'on va également parler un petit peu plus tard, mais de base, c'est important de comprendre la structure du catalogue et d'y revenir constamment. Au fond, comme je vous expliquais, les répertoires des données sont regroupés par thématique et à droite, évidemment, on a la vue d'affichage. On va faire rapidement un résumé des principales données d'InfoSol pour que vous sachiez, si c'est votre première fois que vous entendez parler d'InfoSol, je sais que c'est quand même déjà très connu, mais ça va vous donner une idée qu'est-ce qu'on y retrouve. On retrouve dans InfoSol des images aériennes et satellites de différentes périodes. Ça peut remonter jusqu'aux années 1979-1964 dans certains secteurs. Alors, on peut vraiment voir l'évolution du territoire agricole. On va le voir plus tard, les types de sols, la pédologie, le potentiel ARDA des sols qui vous intéressent, les données de relief LIDAR dérivées, les plans de drainage numérisés, la base de données des parcelles et des productions agricoles déclarées de la financière agricole du Québec, l'hydrographie, les bassins versants et les milieux humides, le zonage agricole, les données de localisation, de cadastre, limites municipales, etc., et d'autres données thématiques. Alors, le résumé des principales fonctions, ça nous permet de comparer l'information des différentes couches. Ça nous permet de mesurer des longueurs et des superficies. Ça nous permet de produire des cartes simples. Ça nous permet de produire un profil d'élévation. Ça nous permet aussi, avec InfoSol, de créer, d'éditer, d'importer et d'exporter des couches personnelles géoréférencées, ce que d'autres applications géomatiques ne permettent pas. Alors, les points, les lignes et les polygones, c'est des couches qui doivent être quand même assez légères, mais c'est quand même une application intéressante. Vous pouvez aussi télécharger des plans de drainage numérique, on va y revenir. Et pour plus de détails, consultez le guide de l'utilisateur accessible en cliquant le point d'interrogation en bas à droite de la vue d'affichage. Ceux qui ont été familiers plus avec l'ancienne version, bon, pour vous retrouver au fond avec la nouvelle version, oui, il faut faire une nouvelle demande d'accès. Vos mots de passe et nom d'utilisateur n'étaient pas reportés, n'étaient plus valides. Il faut vraiment refaire une nouvelle demande d'accès. Peut-être la première fois, c'est un peu déstabilisant parce que maintenant, vous avez une vue de l'ensemble de la province plutôt qu'une région à la fois. Par contre, il y a une plus grande rapidité d'affichage pour beaucoup de couches d'informations qui sont accessibles. Vous avez aussi plus de contrôle sur la transparence des couches et le pivotement de l'affichage. Par exemple, vous avez plus une obligation de garder le nord par en haut. Vous avez le contrôle de beaucoup de choses. Il y a aussi des couches personnelles qui sont partageables avec d'autres utilisateurs. Par exemple, si vous voulez travailler de concert avec votre conseiller agricole ou des producteurs agricoles qui collaborent avec vous, ça peut être partagé maintenant. Alors, le contenu du site, en tout, le site contient, on voit ici l'ensemble des répertoires du catalogue et des thématiques. En tout, le site InfoSol contient 81 couches d'informations régionales, c'est-à-dire que certaines couches d'informations vont couvrir une seule région à la fois. Certaines couvertures d'orthophoto, par exemple, n'étaient pas faites sur l'ensemble de la province. Alors, c'est des couches d'informations qui sont régionales. Et 99 couches d'informations qui couvrent toute la province. Alors, c'est un mélange de ces deux types d'informations-là, des couches d'informations régionales et des couches d'informations provinciales. Pour localiser le secteur souhaité, bien, la procédure recommandée, c'est, par exemple, bon, vous avez l'onglet Recherche qui est très utile pour ça. Vous pouvez, par exemple, entrer un numéro de lot, entrer une adresse ou entrer un nom de municipalité pour cadrer le secteur qui vous intéresse. Bien, une fois que le numéro de lot est rentré, bien, le cadrage va se faire automatiquement, au fond, vers la zone qui vous intéresse. Une fois le secteur qui vous intéresse retrouvé, vous pouvez conserver ce secteur-là, cette zone d'intérêt-là. Avec l'onglet ici, Zone d'intérêt, vous pouvez ajouter une nouvelle zone d'intérêt pour les afficher plus rapidement la prochaine fois et ne pas avoir à rentrer à nouveau votre adresse ou le numéro de lot si c'est un endroit que vous utilisez fréquemment. Bon. On va aller un petit peu plus loin pour illustrer un peu le type d'information, le type de données qu'on peut y retrouver. Par exemple, on a des images aériennes variées dans
dans un cas où on peut voir, par exemple, l'évolution du territoire et des changements d'affectation de chaque terrain. On retrouve dans InfoSol une collection quand même attendue de photos qui va de 79 à 2023. Ça permet de voir l'évolution des superficies en culture. Et aussi, on retrouve les séries de sols qu'on peut faire afficher de différentes façons. Au fond, on peut garder le fond d'orthophoto et conserver simplement les limites de changement de type de sol, afficher les étiquettes ou inclure des couleurs pour voir les grands types de sol et tout de suite avoir une vue plus parlante là, au niveau des variations de grands types de sol. On a un accès aussi, on offre un accès plus rapide aux documents des études pédologiques qui n'est pas toujours connu. Au fond, la couche de limite des études pédologiques à ce moment-là permet, en activant la requête d'information, de cliquer sur le secteur et on a un hyperlien qui nous permet d'accéder rapidement aux documents de l'étude pédologique si on veut consulter, par exemple, les détails de chaque série de sols. Ces informations-là sont accessibles rapidement. On a aussi travailler pour fournir, au fond, des données de relief de précision qui sont dérivées du LIDAR pour les secteurs agricoles où on a des courbes de niveau, un choix de différentes courbes de niveau. Ça offre un bon niveau de précision. Par exemple, ici, dans l'imagette qu'on voit, on a les courbes de niveau de 50 cm. On fait apparaître également les tracés d'écoulement. Les cuvettes, c'est-à-dire les emplacements où l'eau est piégée un peu et doit créer des lacs avant de pouvoir poursuivre son chemin. Et on a dans la vue ici un dégradé de couleur avec un ombrage semi-transparent qui nous donne un aperçu finalement visuel là, du relief. Fait qu'on voit ici, par exemple, rapidement qu'on a une crête, là, une zone surélevée entre chacun des cours d'eau qui sont attenants là, au champ visé. Et on peut voir l'égouttement des cours d'eau. C'est-à-dire pas des cours d'eau, mais de l'eau de surface dans nos champs agricoles. On a aussi une couche qui permet de connaître rapidement les pentes du terrain. Par exemple, avec des degrés de pente là, qui varient de pente très faible, là, en bas de 1 % dans le bleu, à des pentes là, plus fortes, là, où on retrouve souvent les problèmes d'érosion de 6 à 10 %. C'est souvent ces zones-là qui peuvent causer des problèmes d'érosion. Fait que ce gradient de pente-là est parlant au niveau agricole. Et l'utilisateur peut créer un profil d'élévation pour vraiment avoir du long de la ligne, finalement, la variation du relief. Ça permet de connaître la pente n'importe où sur le territoire, incluant dans les boisés, incluant dans les zones qui ne sont pas pré-traitées pour le relief agricole du LIDAR. Juste une dernière chose pour parler du relief aussi. C'est utile de consulter l'index pour savoir quel est le LIDAR qui a été utilisé pour créer le secteur ciblé, parce qu'on va le voir plus tard, là, cette information-là peut changer si le producteur a fait du nivellement ou des travaux. Les plans de drainage, bon, on a un index des parcelles qui sont couvertes par un plan de drainage qu'on peut faire afficher et ça apparaît comme ça des polygones en mauve qui finalement correspondent pour chacun à un plan de drainage qui a été numérisé et qui sont téléchargeables par les utilisateurs. Pour l'application InfoSol, dans l'ensemble des régions, on parle de 37 000 plans de drainage différents qui sont accessibles aux utilisateurs. Alors, cette procédure-là, en 4 étapes, je vais vous l'expliquer rapidement. Dans le catalogue, on a le répertoire plan de drainage où on trouve une couche qui s'appelle plan de drainage province. On doit évidemment la faire afficher, mais on doit ensuite sélectionner la requête d'information. C'est cette petite icône-là avec une flèche et un i qu'il faut cliquer. Ensuite, la troisième chose, c'est d'aller sur l'écran et de choisir le lot qu'on désire. On doit cliquer dessus.
Et ensuite, on a cette boîte-là qui apparaît et avec un lien, au fond, vous avez simplement à cliquer et votre navigateur va être en mesure d'ouvrir ou d'enregistrer le plan de drainage en tant que tel. Alors, vous en faites après ça ce que vous voulez. Ensuite, les cultures annuelles, vous avez accès aux cultures de 2015 à 2025 pour connaître la rotation des cultures sur un champ, sur n'importe quel champ où cette information-là a été déclarée à la financière agricole. Vous avez aussi accès à l'hydrographie, c'est-à-dire, au fond, différentes informations hydrographiques, entre autres les cartes du MAPAC, qui sont utiles pour connaître les noms et les numéros de dossier. Par contre, validez toujours avec la MRC pour confirmer le statut d'un fossé ou d'un cours d'eau. Vous avez aussi les milieux humides. On a mis en ligne, finalement, la cartographie détaillée des milieux humides produite par Canard Illimité Canada, qui peut être offerte pour consultation. Ce n'est pas toujours exact. Il peut y avoir des erreurs, mais il vaut toujours mieux être prudent avant de faire des interventions sur le terrain. Alors, le ministère de l'Agriculture n'a pas produit cette carte-là. On la met en ligne pour le bénéfice de nos utilisateurs et on vous invite à vous référer au fond aux producteurs de la donnée et à la MRC pour plus de détails. On retrouve aussi la zone agricole qui est au fond maintenue par la Commission de protection du territoire agricole et aussi les zones incluses et excluses avec le temps qui sont officialisées. Alors, vous avez accès à cette information-là. L'application web de la Commission de protection du territoire agricole contient plus d'informations. Si vous voulez avoir plus de détails des décisions qui ont été rendues sur certains lots, vous y avez accès dans leur application, mais pas sur InfoSol. Une utilisation également, il est possible d'effectuer des mesures de longueur et de superficie en différentes unités. Vous avez le contrôle de ces paramètres-là, comme beaucoup d'applications géomatiques d'ailleurs. Vous pouvez faire ces opérations-là. Plus exclusif à InfoSol, c'est la possibilité d'avoir des couches personnelles. Ça veut dire que vous pouvez vous-même créer, importer ou modifier des couches personnelles, on appelle vectorielles, mais en gros, c'est des points, des lignes et des polygones en différents formats, souvent en shapefile, en format GeoPackage ou en format KML, si je ne me trompe pas. Alors, cette information-là, elle va être enregistrée et vous pouvez aussi la télécharger, ce qui est bien apprécié de beaucoup d'utilisateurs. Et vous pouvez également créer une table d'attributs et modifier les attributs de ces entités-là. Bon, quelques trucs, parce que ça peut arriver parfois qu'il y a des bugs et que votre interface semble défectueuse. Alors, avant toute chose, vous pouvez essayer de peser sur F5 pour réinitialiser la page. Parfois, ça donne un rafraîchissement qui enlève certains problèmes. Lorsque il y a des problèmes plus sévères, parfois, le navigateur, on peut aller dans les options du navigateur et supprimer les fichiers mis en cache de votre navigateur web. L'application InfoSol est quand même assez costaude et elle prend beaucoup de mémoire cachée, si on veut. Là. Alors, parfois, il y a un nettoyage qui aide à repartir du bon pied l'application. Surtout quand il y a des mises à jour, finalement, où il y a des anciens liens qui sont gardés en mémoire par votre navigateur, mais qui ne sont plus à jour vu qu'il y a eu des modifications dans le serveur web de InfoSol. Vous pouvez aussi signaler le problème technique dans l'onglet Contact. On a eu, dans la dernière année, plusieurs bugs dus au fait qu'il y a eu un changement de serveur de l'application InfoSol et parfois il y a des liens qui n'étaient pas, corrects dans la migration. Alors là, on pense que beaucoup de ces problèmes-là sont derrière nous et vous pouvez utiliser InfoSol avec confiance. Bon, si la couche ne s'affiche pas, puis vous voyez ce symbole-là, par exemple, la couche s'affichera à une échelle rapprochée si vous avez le petit symbole d'un œil rouge, c'est que cette couche-là n'est pas disponible, par exemple, sur un territoire, un grand territoire à la fois. Fait qu'il faut vraiment se zoomer davantage et le petit symbole va devenir noir. Certaines couches permettent l'affichage d'étiquettes.
Alors, ce symbole-là permet d'afficher des données additionnelles. Par exemple, le cadastre rénové. Oups. Le cadastre rénové, les peuplements forestiers, les limites pédologiques, les courbes de niveau, entre autres. Vous avez le contrôle de l'affichage des étiquettes pour voir davantage d'informations. Il y a aussi l'accès de l'infobulle. Cette infobulle-là, finalement, c'est ce symbole-là. Ça vous permet d'afficher une boîte d'informations qui va changer au fur et à mesure que vous promenez votre curseur. Et par exemple, ici, autour de Saint-Hyacinthe, ça nous donne l'information avec la couche limite des relevés d'élévation de savoir que le dernier LIDAR qui est diffusé dans InfoSol remonte à 2021. Alors, tous travaux de modification, d'enlèvement de fossés ou de nivellement réalisés après 2021, bien évidemment, ne paraîtra pas sur les données qu'on vous offre dans InfoSol. Alors, c'est important, pour être efficace, d'utiliser ces infobulles-là et l'ensemble des possibilités d'InfoSol. On a aussi qui peut être pratique pour accélérer finalement le visionnement, d'être efficace dans InfoSol, la possibilité de créer des listes de couches. Par exemple, pour le visionnement de données de relief, bien, souvent, c'est utile d'afficher d'un seul coup d'œil les courbes de niveau, les dégradés de couleur, les ombrages, les tracés d'écoulement, les cuvettes. Alors, ça fait plusieurs clics à faire. Souvent, si on veut toutes ces informations-là, on peut se créer une liste de couches qui va, à ce moment-là, d'un seul clic, permettre l'affichage d'un package de couches, finalement, qui est à votre goût. Aussi, une fonction qui est peut-être méconnue ou mal exploitée, c'est la possibilité avec InfoSol d'activer, par exemple, sur appareil mobile, une balise de localisation. Parce qu'InfoSol est aussi adapté pour les navigateurs Internet d'appareils mobiles, que ce soit sur cellulaire ou tablette. Si vous avez une connexion Internet, au fond, disponible en mobile, bien, vous pouvez ouvrir InfoSol. Vous pouvez aussi ouvrir la position géographique captée par l'appareil mobile qui va s'afficher à l'écran. Et si vous cliquez 2 fois sur cette icône-là de localisation, bien, la vue va se déplacer directement vers la localisation du point GPS. Alors, c'est utile pour être plus efficace de connaître ce petit truc-là. Bon, qu'est-ce que InfoSol ne permet pas? Parce qu'il y a quand même des limites, il y a des choses qu'on n'a pas été en mesure d'offrir à nos utilisateurs. On ne peut pas télécharger ou se connecter directement aux couches d'information complètes pour un système d'information géographique. Pour des gens qui sont plus avancés, qui sont déjà sur Quantum GIS, ce n'est pas possible d'aller créer comme simplement un lien, par exemple, à des couches de relief. Il y a des couches d'information qui sont diffusées en données ouvertes, là. Par exemple, les milieux humides, il y a le zonage agricole. C'est des données qu'on peut aller chercher, les liens directs, mais la plupart des données que le MAPAC a ajoutées lui-même dans InfoSol ne sont pas disponibles par d'autres applications. Bon, il y a effectivement l'ajout de couches personnelles de grande taille ou de format matriciel. Par exemple, des survols de drones que vous avez fait faire pour votre entreprise, on ne pourra pas les ajouter, vous ne pourrez pas les ajouter dans votre propre profil personnel dans InfoSol, malheureusement. Ou des formats de grande taille, des shapefiles là, qui sont de plus de 2-3 MB ne seront pas compatibles là, et être importables dans votre propre profil d'InfoSol. Évidemment, les fonctions avancées d'un système d'information géographique ne sont pas non plus disponibles. Si on veut faire une analyse des cultures par MRC, ce n'est pas un outil qui permet de faire ce genre de travail avancé-là au niveau géomatique. Conclusion, au fond, l'application ne peut pas comprendre à votre place ce qui se passe dans vos champs. Ça reste toujours à vous d'analyser l'information, de réfléchir et de faire les bons choix. Et aussi, évidemment, de chercher un maximum d'informations complémentaires. On trouve souvent des données satellites très intéressantes dans Google Earth Pro, par exemple, dans Copernic Browser.
Alors ça, c'est toujours complémentaire là, pour votre compréhension de ce qui se passe sur le terrain. Évidemment, les profils de sol, prendre sa pelle, aller voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on a de la compaction, vous n'aurez pas l'information sur InfoSol. Évidemment, les analyses de sol, de mieux comprendre les historiques d'intervention, de mettre en relation aussi avec les conditions météo de l'imagerie qu'on regarde, de consulter d'autres imageries aériennes, évidemment. Les images de drone peuvent nous révéler des données plus précises dans certains cas, les données de capteurs de rendement, etc. Et d'ailleurs, notre prochain conférencier va nous faire davantage un peu l'étalage de comment aller chercher un maximum d'informations avec les nouvelles technologies. Restez à l'affût des améliorations futures via le fil des nouvelles. Vous avez dans InfoSol, finalement, toujours un fil de nouvelles qui vous donne quelques informations sur des développements récents. Et vous pouvez aussi interagir et envoyer vos suggestions via l'onglet Contact que vous trouverez dans l'application InfoSol. Sur ce, merci de votre attention. On va être en mesure de prendre des questions. Merci beaucoup, Ghislain. C'était vraiment très intéressant. Donc, mon collègue Marc-Olivier va donc maintenant prendre le relais pour la période de questions. Merci, Ghislain. Super intéressant. C'est vraiment une mine d'or, InfoSol. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le clavardage. Je vous invite à poser vos questions dans le clavardage et je vais les lire à voix haute à Ghislain. Moi, j'en ai une pour toi, Ghislain. C'est qui s'occupe d'actualiser toutes les données? Fait que, mettons, je fais drainer ma terre. Qui s'occupe de rentrer le plan de drainage sur InfoSol? C'est beaucoup de travail, j'imagine. Donc, je me demande qui fait ça. Bon, c'est une bonne question. Au fond, ce qu'on retrouve dans InfoSol, surtout, c'est beaucoup l'archive ou ce qui était archivé dans les bureaux du ministère de l'Agriculture, les plans de drainage à l'époque où il y avait des subventions pour le drainage souterrain. Ces plans-là, au fond, les drains sont souvent toujours en place, toujours existants. Alors, il faut comprendre que c'est souvent plus les plans anciens là, qui vont être trouvés sur InfoSol. Puis c'est un travail qui avait été fait surtout région par région. Alors, malheureusement, il y a certaines régions qui n'ont pas été en mesure d'avancer autant leur inventaire. Nous, en Montérégie, on est très choyés. Je pense qu'il y a autour de 10 000 plans pour la Montérégie-Ouest et 5 000 pour la Montérégie-Est. Et parfois, il y a même un choix de plan de drainage. Il y a plus qu'un plan parce que parfois, il y a une terre qui était drainée une année, qui a été marquée sur un plan, puis une terre qui a été drainée 2 ans plus tard, puis qui a été marquée sur un autre plan. Alors, c'est ça. Ça a été fait un peu avec les moyens de chaque direction régionale, puis on va essayer, mais présentement, on n'a pas les moyens de finalement collecter tous les plans de drainage qui se font au fur et à mesure, puis de les ajouter instantanément à InfoSol. On n'est malheureusement pas en mesure d'être aussi proactif dans la mise à jour. Fait qu'il faut garder ça en tête. Ce n'est pas un inventaire qui est complet. C'est un inventaire qui est quand même historique et de qualité. Je n'ai pas mentionné non plus que l'application InfoSol, finalement, elle est elle est programmée par l'Agence géomatique montérégienne, Géomont. C'est eux qui sont finalement les programmeurs et qui assurent l'hébergement de l'application, puis qui assurent les mises à jour, qui font les modifications en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture, finalement. Merci. On a une question ici. On peut entrer des polygones. Qu'est-ce que des polygones? Bien, par exemple, quand on parle par exemple, une couche de culture comme les cultures de la financière agricole, ben, ce n'est pas seulement une ligne qui entoure le champ, c'est aussi, à ce moment-là, c'est un polygone plein. Là, au fond, c'est qu'on peut créer une mesure de surface à partir d'un polygone, alors que si on crée une ligne qui fait le tour de notre champ, mais on ne pourra pas en tirer la surface. On va simplement tirer la longueur de la ligne qui fait le tour. C'est ça la différence entre la ligne et le polygone, finalement. Okay. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Puis moi, j'en ai une autre pour toi. Tu parlais comme toutes les cultures sont toutes écrites à chaque année, quel champ cultivait quoi. Ça, c'est la financière qui s'occupe de rentrer ça sur InfoSol? C'est-à-dire que la financière reçoit cette information-là des producteurs agricoles
la grège, puis la rend comme anonyme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas le nom du producteur qui cultivait le maïs dans tel champ. Mais cette information-là est rendue disponible finalement en données ouvertes. Les gens peuvent aller la chercher, puis nous, on l'a été la chercher pour InfoSol, c'est-à-dire qu'on la rassemble, puis la couche de chacune des années, bien, chaque couche a été importée puis offerte en InfoSol, parce qu'à ce moment-là, on peut facilement l'afficher dans InfoSol, puis afficher chaque couche de chaque année pour connaître la rotation du champ qu'on va regarder. Fait que c'est une façon là, d'aller chercher l'information sans télécharger la couche de la financière, parce que eux, ce qu'ils offrent, c'est la couche de toutes les parcelles de toute la province. Fait que là, vous comprenez que c'est assez lourd à gérer, tandis qu'avec quelques clics dans InfoSol, on peut aller chercher l'information sur la parcelle qui nous intéresse. Merci. Et j'ai Julie Lucier qui a la main levée. Je vais autoriser son micro pour qu'elle puisse poser sa question. En théorie, le micro devrait fonctionner, Julie. OK, oui, je m'excuse. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais le clavardage, là, dans le fond, je l'ouvre puis je peux pas poser de questions. Fait que je sais pas si c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Mais dans le fond, moi, je voulais savoir, là, mettons, exemple, les cuvettes, la topographie, tout ça, mettons, on fait du nivellement. C'est mis à jour à tous les combien de temps environ? Bon, là, au fond, pour la Montérégie, par exemple, là, il y a eu une nouvelle couche d'information LIDAR. L'écart, au fond, entre la vieille couche LIDAR et la nouvelle, c'était souvent de 10-12 ans. Alors, il faut s'attendre que ça ne sera pas fait chaque année. C'est à peu près la période, ou en tout cas l'intervalle qu'on peut s'attendre à ce que les données soient mises à jour. C'est des gros projets finalement d'acquisition aéroportée là, qui coûtent cher à faire avec des traitements informatiques coûteux. Fait que c'est à peu près l'échelle là, de ce qui s'enligne pour se faire. Là. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des données d'or partout au Québec. Il faut juste garder en tête que, bon, effectivement, quand il y a eu des modifications de terrain, c'est l'information plus vieille là, qui va apparaître. Merci beaucoup. Oui, je suis désolé, j'avais oublié de mentionner, si jamais vous n'avez pas accès à la zone de clavardage, n'hésitez pas à lever votre main, je vais activer votre micro. Pas qu'il y ait d'autres questions. Merci, Ghislain. Ben, c'est parfait. Je suppose qu'ici, il y a d'autres questions. Ghislain, tu serais donc prêt à les prendre par email et puis donner suite? Oui, tout à fait. Je serai Parfait. en mesure vous pouvez effectivement écrire dans le clavardage si c'est débloqué ou dans le question-réponse, puis je répondrai en différé. On fera suivre l'information. N'oubliez pas que InfoSol, finalement, contient un guide d'utilisateur. Avec le point d'interrogation, vous avez accès à cette zone-là. Alors, n'hésitez pas à l'utiliser, puis à vous informer pour en profiter davantage. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Ghislain, et merci pour la conférence et merci pour tout le travail que tu fais là pour enrichir de plus en plus InfoSol. Voilà, donc on est un peu en avance, tant mieux. Peut-être que ça va donner plus de temps au prochain conférencier. Donc nous allons maintenant passer à la deuxième conférence qui sera présentée par Nicolas Lefebvre. Nicolas, donc à vous d'ouvrir votre caméra et votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Parfait. Parfait, parfait. Donc, petite introduction. Oui, on t'entend 5 sur 5, Nicolas. Donc, Nicolas Lefebvre est ingénieur et professeur adjoint en agriculture de précision à l'Université Laval, responsable des cours d'agriculture de précision et agriculture numérique. Ses intérêts de recherche sont au niveau des outils de collecte de données visant à faciliter la prise de décision. Il a, entre autres, travaillé sur la collecte des données en conservation des sols organiques cultivés. Donc, je n'en dis pas plus. Je laisse la parole à Nicolas, à Monsieur Lefebvre. Donc, vous avez donc 30 minutes au lieu de 25 minutes. Je pense que vous pouvez même aller à 30 minutes. À vous la parole. Bonjour. Donc, vous devriez voir ma présentation en partage. Attendez, on va regarder. Oui. Merveilleux. Donc, bonjour, merci Tarek. Bienvenue à tous à ce séminaire, webinaire, donc en valorisation de données en agriculture numérique. Donc, petit plan de présentation aujourd'hui, on va commencer avec une petite révision sur les objectifs de l'agriculture de précision. Ensuite, on va se lancer dans les sources de données.
Donc, Ghislain en a parlé un petit peu. On va parler de carte de rendement, indice de végétation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller les chercher, puis comment est-ce qu'on va valoriser ces données-là. Ensuite, on va faire un bref survol. Donc, comment utiliser carte pédologique, analyse de sol, conductivité électrique, carte de compaction. Puis, pour les producteurs qui sont un peu plus avancés, donc on va parler d'une plateforme pour faire des essais à la ferme. Donc, les objectifs de l'agriculture de précision, ça vise essentiellement à améliorer l'efficacité d'utilisation des intrants. Donc, on va être capable de savoir où appliquer la bonne chose au bon endroit, au bon moment, pour être capable de maximiser l'efficacité d'utilisation. Ensuite, cette augmentation d'efficacité-là va nous aider à améliorer notre productivité. Ensuite, on va vouloir localiser nos zones problématiques pour être capable d'y intervenir, puis encore une fois, d'améliorer notre efficacité d'utilisation de cette surface-là. Et tous ces trois critères, ces trois objectifs-là ensemble vont contribuer à diminuer l'impact environnemental de notre culture. Donc, avant de se lancer dans l'agriculture de précision, donc d'acheter des capteurs, des équipements, puis de se lancer dans toutes les analyses possibles et imaginables, il y a certaines choses qui sont faciles à aller chercher, qui doivent être réglées. Donc, on a entre autres les nivellements. Je sais qu'il y en a qui considèrent que c'est une pratique d'agriculture de précision. Personnellement, je considère que ça vient même un peu avant toutes les autres méthodes qu'on va voir aujourd'hui. Donc, avoir réglé le nivellement, le drainage, avoir réglé les rotations, avoir géré la banque de mauvaises herbes et finalement, pour ceux qui ont été capables et qui l'ont caractérisé, donc avoir déjà réglé une partie de nos problèmes de compaction. Pourquoi est-ce qu'on va vouloir régler toutes ces choses-là avant? C'est qu'ils ont un impact tellement important sur la performance de la culture que si vous n'avez pas réglé ces problèmes-là, c'est ce qu'on va observer dans les jeux de données que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, évidemment, si vous avez des accumulations d'eau, votre champ n'est pas drainé, puis vous avez des mauvaises herbes partout, c'est sûr que c'est la première chose qui va ressortir dans vos cartes de rendement. Puis quand on va arriver pour faire l'analyse, au final, c'est ces problèmes-là qu'on va analyser, alors qu'on voudra peut-être aller chercher des problèmes et des critères plus pointus. Donc, premier jeu de données qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est la carte de rendement. Donc, la carte de rendement, c'est de loin, à mon avis, le jeu de données le plus intéressant à regarder. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur direct de la performance de la culture. Donc, on va voir où est-ce que ça produit bien, où est-ce que ça ne produit pas bien. On va être capable directement de cibler nos zones de mauvais rendement. Donc, si on revient à nos objectifs de l'agriculture de précision, on va être capable de cibler les zones où ça performe moins pour être capable de les améliorer. Donc, ça va nous permettre aussi de cibler des zones. Donc, on va cibler nos zones de faible rendement pour être capable de faire des interventions. Donc, on parlait tantôt au nivellement drainage. Des fois, ça a été fait. On pense que ça a été fait. Puis, il y a encore un problème qui est sous-jacent. Les cartes de rendement vont nous aider à localiser ces problèmes-là. Donc, si par exemple, on a une partie de notre système de drainage qui est défectueux, on va le voir assez rapidement sur nos cartes de rendement. Et c'est ce qui va nous dire où est-ce qu'on devrait aller intervenir. Ensuite, pour les producteurs qui voudraient faire de la gestion par zone, puis ça, c'est quelque chose qui va revenir. Donc, que ce soit de la fertilisation, des taux de semis, ou parfois même essayer différents cultivars et s'adapter à ce niveau-là, notre carte de rendement va nous aider à délimiter ces différentes zones-là. Ce que je trouve le plus triste avec la carte de rendement, c'est que souvent, aujourd'hui, la plupart des batteuses sont déjà équipées d'un capteur de rendement. La carte est déjà dedans, puis pour avoir parlé à des forfaitaires, ils me disent, ça arrive souvent que j'ai des années et des années de cartes de rendement de tous mes clients, puis ils ne me les ont jamais demandé. Donc, s'il vous plaît, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est aller chercher vos cartes de rendement pour faire les analyses dont on va parler aujourd'hui. C'est ce qui va être le plus payant pour vous. Donc, c'est la première chose à faire qui presse le plus. Pour ceux qui vont me dire, oui, mais moi, je n'ai pas de capteur de rendement sur ma batteuse, sachez que c'est quelque chose qui peut s'implémenter très facilement. On a, ce que je vous présente ici, c'est une compagnie en particulier, mais il existe plusieurs produits sur le marché. Donc, c'est de l'aftermarket, ça ne vient pas directement d'un concessionnaire, et c'est des capteurs qui sont universels. Donc, celui qu'on voit ici vient avec l'antenne GPS, le capteur, l'enregistreur. Il vient avec les deux capteurs. Donc, cet appareil-là va mesurer le volume de grains dans votre élévateur à grains. Fait que même si votre batteuse date des années 60-70, à partir du moment qu'elle a un élévateur à grains, on va être capable d'installer ce capteur-là. Puis, ils sont tellement fins, ils vous ont même inclus les outils pour en faire l'installation. Aujourd'hui, on va se concentrer beaucoup sur les analyses qui vont se faire à partir des cartes de rendement de batteuses.
Par contre, gardez en tête qu'il existe aujourd'hui des capteurs de rendement aussi pour les fourrageurs, donc pour les producteurs qui n'en font pas que de la grande culture. C'est disponible sur les fourrageurs, puis on a aussi plusieurs modèles de presse à balle ronde et à grosse balle carrée qui vont peser la balle avant de la déposer au champ, puis elle va être géoréférencée. Donc, si vous êtes capable d'extraire cette donnée-là de votre tracteur, ben, vous allez être capable d'en dériver une carte de rendement. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes capable de tracer des cartes de rendement pour pratiquement toutes les cultures. Puis là, je ne vais pas du côté maraîcher parce que c'est très pointu, mais eux aussi, il y a plusieurs modèles de capteurs de rendement qui s'installent sur plusieurs équipements de récolte. Donc, sur un capteur de rendement, la calibration, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez souvent. Quand je parle avec des producteurs, ils me disent « Oui, j'ai fait ma calibration, mais généralement, ils vont se calibrer à partir d'un point, ce qui n'est pas nécessairement de bonne pratique. » Donc, les choses à calibrer dans un capteur de rendement, ça va être la relation masse-remplissage ou masse-force d'impact. Donc, c'est cette relation-là qui va nous permettre de déterminer quelle quantité de grains est-ce qu'on est en train de récolter. Ensuite, il faut calibrer le délai récolte-pesée. Parce qu'en fonction de votre type d'équipement, donc si on regarde sur une batteuse, par exemple, notre nez de récolte est à l'avant, donc c'est à cet endroit-là qu'on va récupérer notre plante. Le délai récolte-pesée, on disait, c'est ça. Vous récupérez la plante à l'avant, le temps qu'on batte la plante, qu'on batte le grain, qu'on passe à travers tous les systèmes de passe et de tamisage, puis que ça se retrouve dans votre élévateur à grains. Vous avez quand même un délai qui est notable. On parle de l'ordre de 10 à 15 secondes. Donc, entre le moment où vous récoltez la plante et vous enregistrez la donnée, vous allez avoir un décalage de plusieurs mètres dans votre champ. Donc, c'est ce qu'on va vouloir calibrer. Ensuite, évidemment, notre capteur de teneur en eau, parce que si vous enregistrez, donc vous pesez du grain à 25% d'humidité, puis finalement, vous voulez le vendre à 15%, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Là, on parle d'environ une douzaine de pourcents de masse. Puis, gardez en tête que cette calibration-là, donc ce n'est pas une chose que vous faites une fois par année, puis on ne se pose plus la question. La calibration va être sensible à la nature de la récolte, donc que ce soit maïs, céréales, soya, canola, votre calibration va changer. Puis aussi, en fonction de la largeur de la table de récolte, donc c'est ce qu'on va voir sur la diapo qui est juste ici. Donc, ce qu'on voit un peu trop souvent, c'est des producteurs qui vont faire la calibration comme on voit sur le graphique à gauche. Donc, pour notre relation masse-remplissage, ce qui est malheureux, c'est que dans plusieurs cas, cette relation-là va être non linéaire. Donc, on ne peut pas tout simplement prendre un ou deux points et en dériver la courbe complète. Si vous regardez sur le graphique A, donc on voit que le producteur ici, si on fait par exemple une calibration avec un point à une valeur très basse et un point avec une valeur très haute, toute la portion du milieu, vous allez avoir un rendement qui est surestimé. Donc, c'est sûr que si vous cherchez à déterminer les zones de haut et bas rendement, vous allez être capable de les trouver. Par contre, toute la zone moyenne ne sera pas exacte. Donc, c'est pour ça que la méthode qui est préconisée, c'est d'aller comme avec le graphique en B, donc d'avoir 4 points de calibration. Donc, à ce moment-là, ça va nous permettre de s'assurer que non seulement nos extrêmes sont bien calibrés, mais on va aussi avoir une bonne calibration qui va être faite au milieu. La plupart des producteurs à qui je parle, donc eux, ce qu'ils vont faire, c'est plutôt récolter le champ, puis après ça, calibrer la carte de rendement sur le poids à la balance. Donc, il dit, j'ai récolté mon champ de 20 hectares, j'ai sorti X nombre de tonnes, je vais calibrer ma carte de rendement en fonction de. Le problème avec ça, c'est que vous avez non seulement comme la méthode A, mais encore pire, parce que plutôt que d'avoir seulement 2 points de calibration, on en a juste un qui est la moyenne du champ. Donc oui, la moyenne de votre carte de rendement va représenter la moyenne de rendement que vous avez obtenue. Par contre, vos extrêmes seront fort probablement pas bien calibrés. Donc, pour faire cette calibration-là, je sais, là, les producteurs, quand c'est le temps de récolter, c'est aujourd'hui, ici, maintenant, puis idéalement hier, mais c'est important de prendre le temps de faire une bonne calibration parce que les analyses qu'on va pouvoir en faire, ça va avoir une grosse répercussion sur la qualité de l'analyse qu'on va pouvoir en faire. Donc, pour faire cette calibration-là en 4 points, il y a 2 méthodes. Donc, soit vous fonctionnez à une vitesse constante et vous allez utiliser 25, 50, 75 et 100% de la largeur des récoltes. Donc, si on regarde, par exemple, dans le maïs, vous y allez avec un nez à 8 rangs, vous pouvez commencer par récolter une petite parcelle avec 2 rangs, ensuite 4 rangs, 6 rangs, 8 rangs. Donc, c'est ce qui va nous permettre de calibrer autant nos rendements très faibles, qui est une zone super intéressante parce que c'est ce qui va nous permettre de déterminer les zones qui sont non rentables dans le champ. Puis ensuite, quand on va arriver pleine largeur et pleine vitesse, on va être capable d'aller chercher, calibrer, dans le fond, nos extrêmes les plus élevés. C'est ce qui va nous donner une courbe de calibration la plus exacte possible.
Pour ceux qui n'ont pas envie donc, de faire 25, 50, 75% de la largeur de coupe, donc avec un nez à maïs, c'est assez facile à faire, avec une table à céréales, peut-être moins. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est prendre la pleine largeur de notre table de récolte, mais d'y aller à 4 vitesses différentes. Donc 1.5, 3, 4.5 et 6 000 à l'heure. C'est ce qui va nous donner des volumes de grains très faibles dans notre élévateur pour calibrer la partie basse de notre courbe et finalement d'aller chercher la pleine capacité de notre machine pour notre partie la plus haute. Donc, les autres paramètres qui étaient à calibrer, on a parlé tantôt du délai récolte-signal. Donc, c'est quelque chose qui peut être ajusté directement dans le moniteur, ce que je recommande fortement, parce que ça va vous éviter de faire la calibration a posteriori. C'est ce qu'on voit ici sur notre photo en haut à droite. Donc, vous voyez, il y a des parties du champ où on n'a pas de données finalement. Donc, notre batteuse a commencé à récolter, puis le temps qu'on aille une première pesée, on n'a pas de données. Puis quand vous arrivez dans l'autre sens, ben, on n'est plus en train de récolter de grains. Par contre, toutes vos passes sont en train de se vider. Puis ça va venir enregistrer des valeurs nulles sur une partie de votre champ. Donc, c'est quelque chose qui se calibre a posteriori, mais ça va être beaucoup plus désagréable pour la personne qui va faire les analyses. Ensuite, l'autre chose qui était calibrée, ben, en fait, calibrée ou plutôt ajustée et à voir, c'est un capteur de relevage de la table. Donc, à partir du moment que vous relevez votre table, votre enregistreur devrait arrêter de prendre des données parce que sinon, on va encore se retrouver, comme vous avez sur la photo en bas, on va venir enregistrer par-dessus nos vraies données de rendement, on va venir enregistrer un paquet de zéro parce qu'on est en train d'enregistrer de la donnée, mais on ne récolte rien. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui peut se calibrer a posteriori, mais ça va être beaucoup plus désagréable pour la personne qui fait le traitement de données. Dernier capteur, c'est notre capteur de teneur en eau. Donc, vous avez différentes options. Soit vous faites une comparaison avec un appareil calibré, ce qui est de loin préférable parce que vous êtes capable de faire la calibration en temps réel avec plusieurs portions de votre champ. Donc, ça va revenir un petit peu comme tantôt. On va avoir plusieurs taux d'humidité, donc on va avoir une vraie courbe de calibration. Si vous n'êtes pas équipé de ce type d'appareil-là, on peut y aller avec la méthode à l'étuve. Donc, vous prenez un échantillon de grains, vous le séchez à 105 degrés pendant 72 heures. À ce moment-là, vous avez uniquement de la masse sèche puis d'eau. Puis vous allez être capable de faire une calibration a posteriori. Par contre, ben, on a le même problème que notre producteur qui calibre avec ce qui est sorti du grain cart à balance. Mais vous avez seulement un point de calibration. Donc, en moyenne, on va peut-être être pas si pire, mais dans les données extrêmes, on est susceptible d'avoir des erreurs. Donc, quand on va arriver pour faire l'analyse de ces cartes de rendement-là, ce qui est fortement recommandé, c'est d'avoir un minimum de 3 ans de données. Pourquoi? Parce que vous savez mieux que moi que la météo au Québec, c'est extrêmement variable d'une année à l'autre. Donc, si on se concentre sur seulement une année de récolte, ben, si on a une année sèche, il y a des zones qui performent bien, il y a des zones qui vont performer moins bien. Et les années humides, les zones qui performaient bien vont probablement moins bien performer et vice-versa. Donc, on va avoir des gros contrastes dans notre champ qui vont sortir d'une année à l'autre. Donc, si vous êtes capable d'avoir minimum 3 ans, ben, on va être capable de moyenner pour dire, ben, j'ai des années moyennes et j'ai des années extrêmes, ce qui va nous permettre de faire ressortir les zones de notre champ qui vont toujours bien performer et les zones de notre champ qui vont toujours moins bien performer. Là, pour ceux qui vont faire des rotations, en fait, qui ne font pas de rotation, donc qui vont être en monoculture, c'est assez facile de comparer vos rendements d'une année à l'autre. Donc, on va tout simplement comparer le tonnage. Par contre, pour ceux qui vont faire des vraies rotations, donc maïs, soya, céréales et ainsi de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une normalisation du rendement pour les années où on va avoir différentes cultures. Donc, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, j'attribue la note de 1 à mon point qui a eu le plus haut rendement, la note de 0 à mon point qui a eu le plus faible rendement, et ensuite, on va grader ça de manière linéaire. Donc, vous prenez le point de rendement, on soustrait le minimum, puis on divise par le maximum moins le minimum, ce qui fait que notre champ au complet va fitter entre une donnée de 0 et 1. Donc, à ce moment-là, on va connaître nos zones qui sont toujours bien performantes, nos zones qui sont toujours moins bien performantes, puis on va être capable de combiner toutes ces années de données-là en une seule carte qui va nous indiquer qu'est-ce qui performe toujours bien, qu'est-ce qui performe toujours moins bien. À partir de la carte qu'on va produire, donc, on va être capable de déterminer des zones, soit pour aller faire des interventions. Donc, votre 25% du champ qui performe toujours mal, ça va être intéressant. Là. Ghislaine nous en a parlé tantôt. Ben, il y a des problèmes qu'on ne verra pas autrement. Il faut sortir la pelle, il faut aller creuser, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe. Pour les producteurs, on en a parlé tantôt, qui voudraient faire de la gestion, donc gestion d'intrants par zone sans trop se casser la tête. Ben, on va pouvoir aller faire de l'échantillonnage. Donc, dire mes zones qui performent toujours bien, c'est un échantillon, puis moins bien, c'est un échantillon. Puis le reste, ma zone moyenne, ça va être un autre échantillonnage.
Puis, on va aussi pouvoir utiliser donc ces cartes-là pour faire de la planification d'applications autovariables au niveau des intrants des fertilisants. Donc, j'ai ici, vous avez complètement à gauche 3 cartes de rendement qui sont parfaitement hypothétiques, donc parfaitement fictives. Je les ai faites produire par copilote. Donc, je lui ai demandé, produis-moi 3 cartes de rendement différentes. Si vous voulez regarder les 3 individuellement, c'est difficile de voir quelle zone performe toujours bien, qu'est-ce qui performe toujours moins bien, étant donné qu'on a des patrons qui sont vraiment différents. Donc, ce qu'on a fait, j'ai fait la normalisation, comme je vous présentais sur la diapo précédente. C'est ce qui donne notre image qui est au centre. Puis, à partir de là, on voit que finalement, on a un croissant en haut à droite, juste ici, qui est nos zones qui performent toujours bien. On a nos zones qui sont ici en rouge qui performent toujours moins bien. Et à partir de là, ben, j'ai été capable de faire une classification de mes pixels pour dire, ben, mets-moi en vert mon 25% du champ qui performe toujours bien, qu'on a ici dans notre croissant. On a notre 25% qui performe toujours moins bien, donc nos 2 zones en rouge. Et finalement, en jaune, c'est le 50% des données qui se trouvent à être au milieu. Donc, à partir de là, on pourrait dire, ben moi, j'utilise ça pour ma gestion par zone, pour avoir 3 zones différentes. Ou on pourrait dire, ben je vais aller faire du diagnostic sur mes zones qui sont en rouge. Ma zone en vert performe en moyenne toujours bien, c'est peut-être moins intéressant de la regarder. Par contre, nos zones qui sont toujours rouges, ben, est-ce qu'on a un problème de drainage? Est-ce qu'on a un problème de nivellement? Est-ce qu'on a un problème, bon, si vous n'avez pas réglé vos mauvaises herbes, c'est peut-être ça qui va ressortir. Comme ça peut être aussi corrélé avec la série de sol, donc c'est sûr que si c'est des bancs de gravier ou que le roc est très près, ben là, ça va être plus dur d'intervenir. Par contre, on va être capable de réfléchir à nos applications d'intrants. Donc, dire, ben, si ça ne performe pas, je vais peut-être mettre moins d'azote, je vais investir moins cher dans mes fertilisants, étant donné qu'ils ne sont pas bien valorisés. La raison pour laquelle je vous disais, donc jusqu'à présent, si la calibration de votre capteur de rendement n'a pas été faite, vous pouvez quand même analyser vos données historiques avec les méthodes qu'on a regardées. Pour ceux qui vont avoir pris le temps de bien calibrer votre capteur de rendement, c'est là qu'on va vraiment aller maximiser la valeur de notre donnée. Donc, on va être capable de faire des analyses comme je suis en train de vous présenter ici et sur la prochaine diapo. Donc, ce qu'on a ici, c'est une image d'une carte de rendement que j'ai trouvée dans une présentation que j'ai empruntée à M. Tremblay. Donc, j'ai visuellement découpé mon champ en 4 zones qui me semblaient être approximativement homogènes. Fait qu'on a notre zone 1 qui a un rendement qui est assez moyen, 2 qui est problématique, 3 qui est très problématique, et la zone 4 qui semble présenter un bon rendement. Donc, j'ai visuellement estimé c'était quoi le rendement de chacune de ces zones-là. Et ce qu'on peut faire, c'est dire, bon, ben, mes zones 2 et 3, c'est quoi ma perte de rendement qui est associée au fait qu'ils performent très mal. Donc, c'est ce que j'ai fait ici dans le tableau. On a la moyenne de notre champ, donc qui est environ 15 tonnes à l'hectare. Dans mes zones 2 et 3, j'estime que j'ai une perte de l'ordre de 3,3 et 5 tonnes à l'hectare à un prix, donc dans ce cas-ci, si je ne me trompe pas, c'était du maïs, que j'ai estimé à 350 $ la tonne. Ben, mon producteur, s'il est capable de corriger la zone 2 et la zone 3 pour les ramener au rendement moyen de tout le champ, ben, il est capable d'aller chercher un bénéfice de 1200 à 1750 $ par hectare pour un total de pratiquement 10 000 $. Fait qu'à partir de cette analyse-là qui se fait assez facilement, le producteur est capable de savoir, bon, ben, est-ce que ça vaut et combien est-ce que ça vaut la peine d'investir dans ces zones-là pour apporter des correctifs. Si on est capable de les corriger et de les ramener, ben, c'est quand même un gain qui est non négligeable. On parle ici, on a une superficie de 75 acres environ. Puis si finalement le producteur n'est pas capable d'apporter des correctifs, si par exemple on a un cran de roche ou un banc de gravier qui est à proximité, ben, on pourra se servir de ces zones-là pour dire, ben, je vais peut-être modifier mes taux de semis ou diminuer mes taux d'application de fertilisants. Et finalement, si vous avez un capteur qui est vraiment bien calibré, puis c'est pour ça que j'insiste sur le fait de calibrer vos extrêmes, c'est que si vous avez vos valeurs extrêmement, vos extrêmes basses qui sont mal calibrées, vous ne pourrez pas faire cette analyse-là ici. Donc, on parle d'une analyse de rendement, enfin une analyse de rentabilité. Donc, si vous avez un capteur qui est bien calibré, vous allez être capable d'avoir un bon indicateur de la rentabilité. Si vos zones moyennes vous donnent un bon bénéfice, ben c'est intéressant. Sinon, il va falloir réfléchir à des interventions. Vous allez aussi être capable de faire de l'ajustement sur les taux de semis. Donc, si on regarde les méthodes qui sont préconisées en ce moment pour du semis à taux variable dans le maïs, c'est en fonction du maximum de potentiel de cette zone-là. Donc, si votre capteur de rendement est mal calibré, le potentiel maximum va être mal caractérisé
et donc vous ne serez pas capable de produire une bonne recommandation de semis à taux variable. Et finalement, l'analyse qui, selon moi, est vraiment intéressante à aller chercher, mais encore une fois, ça prend absolument un capteur qui est bien calibré. C'est vraiment l'analyse de rentabilité où on va faire comme sur l'image ici. Donc, ce qu'on a ici, c'est un producteur de carottes en Australie qui, lui, a commencé par déterminer son coût de production. À partir de là, il était capable d'évaluer que son coût de production correspondait à environ 55 tonnes par hectare de carottes. Puis après ça, à partir de sa carte de rendement, il était capable de déterminer quelles zones dans mon champ sont supérieures, inférieures. Donc, ce qu'on voit ici, c'est toutes les zones en rouge, c'est des zones où finalement le producteur a fait un bénéfice négatif à le cultiver. C'est sûr que dans ce cas-ci, à partir de cette carte-là, on va pouvoir prendre différentes décisions. Donc, si on a par exemple un producteur qui a une zone de son champ, un 10 ou un 15 où il ne fait pas de bénéfice année après année, on pourrait tout simplement décider d'abandonner cette superficie-là, étant donné que vous perdez de l'argent à le mettre en culture. C'est sûr que pour notre producteur ici, si on regarde le patron, ce serait un petit peu plus difficile de dire je vais abandonner certaines superficies, étant donné qu'elles sont très étendues et disparates. Par contre, on pourrait dire je vais aller me concentrer pour aller voir c'est quoi les problèmes dans ces zones-là, pour essayer de les corriger et aller récupérer ma rentabilité. Prochain jeu de données que je voulais regarder avec vous, c'est l'indice de végétation. Donc, c'est quoi un indice de végétation? C'est une valeur qu'on va calculer à partir de 2 ou plusieurs bandes spectrales afin de déterminer l'état de santé de la végétation. Pourquoi ça nous intéresse? C'est que souvent, cet indice de végétation-là va avoir une forte corrélation avec le rendement. Donc, plus votre indice est élevé, plus votre plante est en santé, plus votre rendement va être élevé. Il faut quand même garder en tête que cet indice de végétation-là va corréler avec l'état de santé de toutes les plantes. Donc, si vous avez un champ qui est infesté de mauvaises herbes, ça va donner un excellent indice de végétation, mais un très mauvais rendement. Donc, il faut quand même garder ça en tête. C'est quelque chose que j'ai déjà vu. Donc, on avait un producteur, on avait une zone de son champ où les cartes de rendement étaient vraiment très mauvaises, mesurées avec la batteuse, et l'indice de végétation était très élevé. Donc, la seule explication qu'on a trouvée, c'est que finalement, cette partie-là du champ était infestée de mauvaises herbes. Une chose qui est très importante avec l'indice de végétation, c'est la date à laquelle vous avez collecté votre donnée. Donc, on va le voir dans quelques diapos. Si vous prenez des photos qui sont trop tôt en saison, vous ne verrez pas vraiment le contraste de votre végétation. Et si vous les prenez trop tard, finalement, l'indice de végétation va avoir saturé. Puis tout ce qu'on va voir, c'est un immense rectangle vert uniforme. Puis on ne sera pas capable de trouver qu'est-ce qui performe bien, qu'est-ce qui performe moins bien. Donc, quand on parle de bande spectrale, on ne se lancera pas ici dans un cours de physique. Ce que je veux que vous reteniez ici, ce qu'on a sur l'axe des X, c'est la longueur d'onde de la lumière qu'on va mesurer. Et en Y, c'est sa réflectance. Donc, plus la réflectance est élevée, plus cette lumière-là est réfléchie. Ce qui va nous intéresser particulièrement en agriculture, ça va être la courbe verte et la courbe rouge, donc le spectre 4 et le spectre 5, où vous voyez ici, aux environs de 6 à 700 nanomètres, on a une réflectance qui est très basse, donc dans le rouge, pour notre végétation qui est en santé. Pour notre végétation qui n'est pas en santé, on va avoir une réflectance un petit peu plus élevée. Et quand on va aller dans la zone d'environ 800 nanomètres, on va avoir une réflectance très élevée pour notre plante qui est en santé et très faible pour notre plante qui est sèche. Donc, nos indices de végétation vont venir profiter des différences entre ces deux courbes-là pour être capable de nous donner un indice sur l'état de santé de notre plante. Donc, les deux indices que je vais regarder avec vous aujourd'hui, on a le NDVI, donc un indice végétation différentielle normalisé, qui va se calculer à partir des bandes aignières, donc l'infrarouge proche qui est autour de 800 nanomètres, comme on regardait sur la courbe, et dans la bande rouge qui est autour de 6 à 700 nanomètres. Donc, c'est ce qu'on voyait sur la diapo précédente. L'indice de végétation, c'est celui qui est le plus utilisé. Il est assez performant et assez passe-partout pour tout ce qui va être plantes, culture, tout ce qui produit de la chlorophylle. Donc, c'est ça. Sinon, l'autre indice que je vous présente, beaucoup moins utilisé, par contre, pour certains producteurs, ça pourrait être intéressant, c'est le NDWI. Donc, c'est un indice normalisé différentiel, mais lui, pour la teneur en eau, qui lui va utiliser les bandes vertes et les bandes proches infrarouges. Donc, si vous remarquez, puis c'est quelque chose qu'on peut voir dans la littérature, les bandes proches infrarouges sont très utilisées, donc c'est très, très commun pour plusieurs indices de végétation. Donc, pour les producteurs qui seraient intéressés à aller acquérir un drone, gardez en tête que, idéalement, ça vous prend un drone multispectral pour avoir ces bandes-là, pour être capable de calculer les indices de végétation.
Donc, l'indice de végétation est disponible. On a des sources gratuites. On a entre autres Landsat et Sentinel. Donc, Landsat va prendre une photo à tous les 16 jours sur des grilles de 30 mètres. Donc, c'est un intervalle qui est très long avec des pixels très gros. Donc, ce n'est pas nécessairement la première source que je vous recommande. Par contre, question de timing, des fois, ça va être le seul qui va vous produire une image à la date que vous voulez. L'autre option, c'est d'y aller avec Sentinel. Donc, lui passe aux 5 jours. On a une constellation de 2 satellites. Donc, on a une donnée aux 5 jours sur des grilles de 10 mètres. Donc, ce serait la première source de données que je vous recommande. C'est l'interface qu'on voit ici, donc Sentinel. Vous voyez ici dans le panneau à gauche, là, on a déjà plusieurs indices qui sont déjà calculés. Donc, vous pouvez les consulter directement sur la plateforme sans avoir à les calculer. Et si jamais les indices disponibles ne font pas votre bonheur, ben, vous pouvez toujours en créer un manuellement. Là, c'est un petit peu plus avancé. Donc, ce qu'on a ici, c'est une photo que j'ai prise l'été dernier au-dessus d'un champ. Donc, on peut voir, là, vous avez différents contrastes qui vont sortir. Les zones en plus foncées, on a une végétation plus dense, plus en santé. Les zones plus pâles, on a une végétation qui va être de plus faible densité. Une autre source de données, elle n'est pas gratuite, mais peut être un excellent remplacement ou un complément de la photo par satellite. Ça va être l'imagerie par drone. Comme je vous le mentionnais, pour ceux qui penseraient en faire l'acquisition, je vous recommande d'aller chercher un drone qui va prendre la photo géoréférencée et multispectrale. Sinon, il va falloir qu'on se concentre sur des indices de végétation qui utilisent seulement les bandes RGB, puis c'est des indices de végétation beaucoup moins performants. Donc, les gros avantages du drone, c'est qu'on va avoir une bien meilleure résolution spatiale. Les pixels vont être beaucoup plus petits. On contrôle beaucoup mieux la date de la collecte de données, étant donné que c'est vous qui décidez quand est-ce que vous le faites voler. Puis, je vous dirais, son plus gros avantage quand on travaille à grande échelle, c'est qu'il n'est pas sensible à couverture nuageuse. Donc, en fait, on le voit bien sur la photo ici. J'ai plusieurs photos, mais je voudrais commencer par attirer votre attention. C'est ici la différence de date. Donc, j'aurais aimé ça avoir une photo d'indice de végétation quelque part au mois d'août, mais malheureusement, cet été-là, c'était très pluvieux. Donc, j'ai seulement le mois de juillet et le mois de septembre. Fait que pour faire une analyse d'indice de végétation, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on parlait tantôt de l'importance de la date de la collecte de données. On a ici donc le même champ qui a été pris à plusieurs moments dans le même été. Au 12 avril, c'est sûr qu'on ne voit rien parce que comme on est à Québec, il reste encore de la neige au champ. Donc, on a seulement quelques arbres dans le coin supérieur au milieu, en fait, en haut au milieu, où on commence à avoir de la donnée. Le reste, c'est couvert de neige. Si on regarde au 2 mai, on voit un petit peu des gradients. Par contre, comme ce n'était pas encore semé, ce qu'on observe, c'est nos premières mauvaises herbes qui sont en train de pousser. Ensuite, au 11 juin, on est très tôt après notre semis, ce qui fait que finalement, on n'observe pas vraiment de gradient. On arrive au 21 juin, on a des blocs de données qui ont déjà saturé. Par contre, il y a des zones où on observe encore des gradients intéressants. Au 6 juillet, là, on commence à être tard en saison. Donc, pratiquement tout notre bloc principal ici est saturé. On ne voit plus rien. Il y a juste notre portion plus au nord où on est encore en train d'observer, capable d'observer des zones moins performantes. Puis si on revient au 24 septembre, finalement, tout a été récolté. Puis ce qui reste, c'est nos mauvaises herbes de fin de saison. Donc, c'est pour ça, quand je vous parlais tantôt, date de collecte de données, c'est pas toujours facile. Si on avait été capable d'aller chercher un jeu de données quelque part au mois d'août, on aurait été capable d'avoir une couche d'informations supplémentaire. Puis finalement, on peut comparer ici avec une photo satellite. Donc, vous voyez ici, nos zones les moins performantes là vont correspondre à ce qui est ici une lame très pâle, possiblement du sable. Puis on va être capable d'aller observer aussi nos zones plus foncées ici qui ont l'air d'être des taux de matière organique plus élevés. Donc, là où je veux attirer votre attention, vous voyez ici, en date du 21 juin, on a dans notre bloc principal des zones qui sont beaucoup moins performantes. Donc, c'est intéressant, on va les voir. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'on va avoir un rendement qui va être beaucoup plus faible, mais c'est à cette date-là qu'on est capable de voir les zones qui performent moins. Puis finalement, au 6 juillet, à un moment où notre culture devrait être très avancée, on devrait avoir un indice très élevé, on a encore des zones qui vont sous-performer. Donc, ce serait intéressant d'aller voir à ce moment-là qu'est-ce qui se passe. Donc, est-ce qu'on a un problème de sol? Est-ce qu'on a un problème de drainage? Donc, c'est quoi vraiment la nature du problème qui fait qu'on a un indice de végétation vraiment très faible? Donc, c'est le genre de données qui est intéressant à recouper avec la prochaine couche de données que vous devriez considérer dans vos analyses. Donc, les cartes pédologiques, Ghislain nous en a parlé, sont disponibles dans InfoSol. Donc, a priori, je vous encouragerais à aller les consulter à cet endroit-là. Puis ensuite, pour ceux qui voudraient aller plus loin, donc sont téléchargeables à partir du site Internet de l'IRDA, si je me rappelle bien.
Donc, la raison pour laquelle les cartes pédologiques vont être particulièrement intéressantes dans un point de vue d'agriculture numérique, donc pour ceux qui vont vouloir faire des analyses plus avancées, mais surtout de la gestion par zone. Donc, on est ici, là, j'ai cherché quand même pendant un certain temps pour trouver des champs qui avaient beaucoup de variabilité. Mais comme vous pouvez voir ici, on a des champs qui ont minimum 2 et facilement jusqu'à 4 séries de sols. Donc, pour un producteur qui voudrait commencer par faire une gestion par zone, plutôt d'y aller avec un échantillonnage de sol quadrillé sur toute sa superficie, on pourrait juste dire, ben, je vais découper par zone pour aller prendre des échantillons de chacune de ces zones-là, puis découper mon champ en 4 parties. Donc, on économise sur notre analyse de sol, mais on est quand même capable de pousser un petit peu plus loin notre gestion. Donc, parlant d'échantillonnage de sol, l'échantillonnage géoréférencé, on n'en parlera pas très longtemps, mais donc, vous savez, on a notre échantillonnage par grille. On recommande généralement 1 point à l'hectare, ou sinon, on peut y aller par zone. Donc, c'est un type d'échantillonnage qui est idéal pour tout ce qui va être application taux variable. Donc, que ce soit potassium, phosphore, chaulage, ou même pour faire du taux de semis à taux variable. L'avantage de la méthode quadrillée, c'est qu'on n'a pas besoin d'informations a priori. Contrairement à notre gestion par zone, donc si vous êtes capable de dire je vais y aller par zone, il faut choisir un critère qui va nous permettre de déterminer ces zones-là pour ensuite être capable d'aller plus loin dans nos analyses. Donc, au niveau de l'échantillonnage géoréférencé, c'est important de considérer, donc, est-ce que vous avez une densité suffisante? Généralement, 1 point à l'hectare va bien fonctionner. Donc, est-ce qu'on a des angles morts? Donc, si vos points sont 1 à l'hectare, on pourrait rater, par exemple, certaines zones qui vont faire moins d'1 hectare. Je vous laisse ici. Il a été comparé des échantillons, donc une analyse de pH. 1 point à l'hectare versus 36 points à l'hectare. Donc, vous voyez qu'on a généralement le bon patron. Le patron général est bon. Par contre, on a raté plusieurs petits détails. Donc, pour les producteurs qui vont avoir déjà analysé leur jeu de données et qui vont trouver que la densité n'est pas suffisante ou qu'il y a quand même des features dans leur champ qui ont de la difficulté à caractériser, à positionner, on pourrait aller chercher des appareils comme celui-là ici qui va nous donner la conductivité électrique du sol. Donc, cette donnée-là va corréler avec la texture du sol, la salinité, teneur en eau, capacité d'échange cationique. Donc, ça va vous permettre d'aller chercher un jeu de données plus dense et on va être capable de s'en servir pour tracer des zones plus précises. L'autre appareil qui va faire sensiblement la même chose, c'est un appareil à rayonnement gamma. Donc, cet appareil-là va venir mesurer le rayonnement naturel du sol. Donc, on n'applique pas de radiation sur notre sol et les différents types de radiation vont corréler avec différentes caractéristiques. Donc, si on parle du thorium, par exemple, on va avoir le contenu en argile. Si on regarde l'uranium, généralement, ça va corréler avec des sols plus rocailleux, graveleux. Et finalement, on a le césium 137 qui lui va permettre de faire du suivi d'érosion. Donc, à partir de cette cartographie-là, on est capable d'avoir un meilleur portrait, un portrait à plus haute densité de notre champ, comme on voit ici. Donc, si on utilise nos appareils de détection de proximité, on a ici une carte qui a été produite par conductivité électrique avec un appareil Veris. On a ici notre rayonnement gamma et tout simplement une photo par satellite. Et comme vous pouvez voir, ben, on retrouve sensiblement les mêmes régions sur les 3 types de données. Prochain jeu de données qui est de loin sous-utilisé, c'est la pénétrométrie, donc résistance à l'enfoncement. De plus en plus, les équipements sont de plus en plus gros, on a de plus en plus de problèmes de compaction et on en parle en début de présentation, ça va être un gros facteur sur la capacité de votre plante. Donc, c'est sûr que si votre sol est compacté, ben, vous réduisez la porosité, donc la quantité d'eau qui est disponible. L'enracinement de votre plante va être beaucoup plus difficile. Donc, avec un appareil comme ça, on est capable de quantifier notre résistance à l'enfoncement et de la localiser, donc la géolocaliser, de savoir aussi à quelle profondeur. Donc, ce qu'on voit ici sur le graphique, on a une zone compacte relativement importante, donc on dépasse le seuil de 1 mégapascal dans notre couche compacte 20 à 40 cm. Ensuite, on a une résistance qui est très faible pour retrouver encore une fois un horizon qui va être plus compact, beaucoup plus en profondeur. Là, dans un monde idéal, on va utiliser donc en silo, on va regarder nos indices de végétation, idéalement sur plusieurs années. On va regarder nos cartes de rendement sur plusieurs années. Pour les producteurs chez qui ce n'est pas possible, on peut toujours essayer de faire un groupement par couche combinée. C'est une méthode qui est vraiment un dernier recours. Donc, faites ça seulement si vous avez
vraiment peu de données. Parce qu'on ne peut pas faire aucun calcul, ça va être difficile de corréler ça des fois avec vraiment des paramètres. Donc, mais c'est une méthode qui nous permet de voir dans l'ensemble sur plusieurs couches, c'est quoi les qualités de mon sol. Donc, Nicolas, ce que j'ai fait. Nicolas, Oui. excuse-moi de t'interrompre. Donc, on est dans les temps là. Est-ce qu'il est possible de clôturer là pour ouvrir la porte aux questions? Oui, excusez. Ouais, j'essaie Oui. d'accélérer un peu. Donc, essentiellement, on va venir séparer nos différentes zones en quantile. Donc, qu'est-ce qui performe bien, moins bien et plus faiblement. On va additionner nos scores. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un score sur notre champ complet. Ensuite, on va être capable de recouper, donc comme on a fait avec nos cartes de rendement, les zones qui performent plus et moins bien. Puis ensuite, on va être capable de prendre des décisions. Pour les producteurs qui vont avoir fait toutes ces étapes-là, qui vont avoir analysé puis qui veulent amener ça une petite coche plus loin, je vais vous référer à la plateforme DIFM, donc Data Intensive Farm Management. C'est une plateforme web qui vous permet de développer des plans d'expérience directement à la ferme. Donc, eux, ce qu'ils vont vous demander en entrée, c'est les équipements avec lesquels vous travaillez, donc semoir, en fait, les équipements d'application, donc semoir et épandeur. Ensuite, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez essayer. Donc, est-ce que c'est des essais de semis, de fertilisation, c'est quoi les doses que vous voulez essayer. Puis, en sortie, ils vont vous donner une carte et un rapport. Donc, vous rentrez la carte directement dans le tracteur, puis lui, il va s'occuper de faire l'application à taux variable. Un coup, vous avez fait votre semis, vous passez avec votre batteuse. Donc, eux vont vous dire c'est quoi où est-ce qu'il faut faire vos passages pour récupérer l'information. Vous rentrez vos cartes de rendement dans la plateforme et eux vont s'occuper de faire l'analyse pour vous redonner, dans le fond, les résultats sur qu'est-ce qui a bien et moins bien performé. Donc, c'est une plateforme qui est gratuite. Je vous encourage fortement à aller l'utiliser. Ça s'utilise très bien. Donc, si on a un exemple, c'est un polygone que j'ai tracé un petit peu rapidement. J'ai demandé donc 5 taux de semis différents à 5 doses d'azote. Donc, on rentre ça dans nos équipements d'application. L'équipement va s'occuper de faire l'application de ça exactement, puis c'est notre plateforme c'est la plateforme qui va s'occuper de faire les analyses par la suite. Sinon, ce qui peut se faire assez facilement, c'est des essais de cultivars. Donc, vous allez avoir besoin d'un semoir ou un planteur et une batteuse qui ont des tables, en fait, qui ont la même largeur de travail et des systèmes d'autopilotage. Donc, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est que la moitié du semoir ou du planteur va mettre un cultivar, l'autre va mettre l'autre cultivar. Puis quand vous allez croiser vos coups, vous allez avoir des parcelles qui vont faire la pleine largeur d'une table de batteuse. Donc, à partir de là, vous êtes capable de tester sur toute la superficie du champ 2 cultivars différents. Puis après ça, notre batteuse va nous donner des cartes de rendement qui vont nous permettre de tirer des conclusions sur qu'est-ce qui a bien et moins bien performé. Donc, je suis désolé, ça a été un petit peu plus long que prévu. Des questions? Merci beaucoup, Nicolas. C'était vraiment contraire, c'était très riche. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est vrai que la donnée, c'est le nerf, hein, c'est le nerf de toute l'opération. Marco, est-ce qu'on peut prendre quelques questions? Oui, je vais les enchaîner rapidement. Donc, Josie qui demande, peut-on avoir un protocole pour calibrer un capteur de rendement sur une batteuse? Est-ce qu'il existe un protocole? Oui, il y a des images il y a une des images que je vous présentais, là, celle avec le graphique en 4 points. Ça a été tiré d'un protocole, il faudrait que je le trouve. Je vais me prendre une note, je vais le trouver, puis je vais recommuniquer avec vous à ce sujet-là. Mais essentiellement, c'est un peu comme je vous l'ai présenté. On récolte sur une certaine longueur, 25% de la table, on pèse ce qui sort de la batteuse. Donc, on a une masse qui va être corrélée à une superficie. À partir de là, c'est dans le manuel d'utilisateur de votre capteur de rendement que là, on va aller rentrer les différentes valeurs. Puis à ce moment-là, on fait nos 4 points de calibration sur notre courbe, puis lui, le capteur de rendement va s'occuper du reste. Merci beaucoup. On a Christine Rieux qui demande quelle est la fiabilité et le niveau de précision du pénétromètre versus la mesure de la masse volumique apparente? Vous avez parlé du pénétromètre. Oui. Excellente question. Il existe une corrélation entre les deux en sols minéraux. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, je ne pourrais pas vous donner de détails. L'avantage du pénétromètre, c'est que vous êtes capable de faire 0,100 cm. Celui que j'ai présenté vient avec une tige de 80 cm, puis il va prendre une donnée à tous les centimètres. Fait que vous êtes capable de tracer rapidement un profil. C'est sûr que la fiabilité, en fait, ce pénétromètre-là est quand même sensible à l'erreur d'opérateur. Donc, il faut enfoncer la tige de 2 cm par seconde dans le sol, ce qui, dans certains cas, peut être difficile à respecter. Mais c'est ça, le gros avantage, c'est qu'il se géoréférence automatiquement,
il mesure la profondeur, fait qu'on est capable d'avoir le profil complet comme je vous présentais sur la diapositive. Mais oui, si vous voulez juste un point dans votre couche compacte, ben la méthode de la MVA est une bonne méthode, mais les deux essentiellement vont vous indiquer vers les mêmes, C'est parfait. vers une mesure de la compaction. C'est super. Merci beaucoup, Nicolas. Nous allons maintenant passer donc à la dernière conférence qui sera présentée par Monsieur Maxime Leduc. Maxime, je t'invite à ouvrir ta caméra et ton micro. Donc, Maxime Leduc est agronome et chargé de cours à l'Université McGill. Il est fondateur de Mon Système Forager, une entreprise québécoise spécialisée dans le développement d'outils numériques d'aide à la décision pour les producteurs agricoles. Initiateur du projet de système d'aide à la décision sur la matière organique des sols, il agit comme pont donc, entre la recherche universitaire et la réalité terrain des producteurs. Son rôle dans le projet consiste à structurer et intégrer des données multisources afin de transformer des informations complexes en outils concrets et utilisables. Il travaille donc à rendre des modèles scientifiques accessibles et opérationnels pour soutenir les décisions agricoles durables et adaptées au contexte québécois. Donc, je n'en dis pas plus et je laisse la parole à Maxime. Tu as 30 minutes, Maxime. Parfait. Merci tout le monde aujourd'hui de m'avoir invité à cette présentation-là. Les deux dernières présentations qu'on a vues, on avait tout ce qui est l'accès aux données d'InfoSol. On avait les présentations qui étaient de l'agriculture de précision. Mais il y avait une chose en commun là-dedans que j'ai remarqué au cours des années, c'est que les données, l'IA, c'est un outil en soi. Puis pour être capable de les utiliser de manière efficace, il faut être capable de répondre à une problématique du producteur ou de son agronome et que ça a un impact, comme je pourrais dire, réel sur celui-ci. Et aussi, il faut que ce soit facile d'utilisation et aussi actionnable. Par exemple, quand je dis actionnable, c'est bien beau dire à un producteur que tu as des problèmes de santé des sols, mais si on n'est pas capable de fournir une solution tout de suite et maintenant pour résoudre cette problématique-là, l'outil sert plus ou moins quelque chose. Parce que le producteur de savoir qu'il y a un problème, fine, mais il faut qu'il y ait la solution qui soit adaptée à son entreprise. Et c'est là vient un peu comment je pourrais dire, l'idée du projet. Je n'ai pas besoin de vous rappeler c'est quoi l'importance de matière organique du sol, parce qu'il y a le plan d'agriculture durable du MAPAC qui en parle, les producteurs s'en font parler amplement. Maintenant, ça se peut qu'il y ait des nouvelles recommandations pour éviter d'avoir des cultures de couverture dans tout ce qui est les prairies, pour aider à la chose suivante, aider à empêcher le déclin puis augmenter la matière organique du sol. Puis pourquoi que c'est important? Ben, simplement, un bref rappel. Ça l'aide à être plus résilient par rapport aux sécheresses, ça améliore la santé du sol, ça améliore la santé des cultures, ça améliore jusqu'à un certain point la fertilité du sol. Actuellement, au final, pour les producteurs, oui, c'est facile d'avoir la matière organique du sol. OK, je vais faire un échantillonnage de sol de précision ou juste une version agrégée à l'intérieur d'un champ. Pour connaître, OK, faire le suivi de la matière organique du sol, il y a 10 ans, il était à 3, là, il est à 3,5, 5 ans plus tard, et 10 ans plus tard, il est à 4,5. On est capable de faire un suivi. Mais l'enjeu, ce n'est pas tous les sols qui ont les mêmes caractéristiques. Et c'est pas toutes les mêmes. Puis actuellement, dans un contexte où les producteurs, oui, ils veulent améliorer, oui, ils veulent réduire le déclin de la matière organique du sol, oui, ils veulent l'améliorer, mais par où qu'on commence? Par quelle parcelle? Par quelle technique? Oui, les agronomes sont là, ils sont là pour les aider, mais quand tu as des ressources limitées en temps ou en argent, il faut savoir par où commencer. C'est ça un peu l'idée du projet. Puis l'idée là-dedans, c'est pour les simples et bonnes raisons que c'est vraiment d'être capable de connaître le potentiel d'augmentation de la matière organique du sol. Qu'est-ce que je veux dire par potentiel? Tout dépendant des types de sol qu'on retrouve sur la ferme puis des pratiques précédentes,
Ça se peut très bien qu'il y a 2 champs que leur sol est à, mettons, on va dire, à 2 de matière organique, mais un a un potentiel de monter jusqu'à 3,5, 4 ou 4 à cause de sa texture, à cause de ses conditions, puis l'autre est à 8. Dans un contexte de ressources limitées, il est sûr qu'il serait plus préférable de travailler sur le champ qui est à potentiel de 8 qu'un potentiel de 4 si on veut prioriser des choses. Puis pour être en mesure de faire cette priorisation-là, il faut être capable de connaître c'est quoi l'impact du type de sol, des cultures, autant que sur des rotations pérennes, de couverture, le climat, parce que c'est pas les mêmes. Le climat du Bas-Saint-Laurent puis la Montérégie ou la Abitibi-Témiscamingue n'ont pas le même impact sur l'accumulation de matière organique ou sur les pratiques à utiliser. Et toutes sortes d'autres pratiques, tant autant du travail de sol, la fertilisation des résidus. Puis parmi toutes ces pratiques-là, des fois, c'est de savoir aussi, oui, c'est bien beau de savoir qu'on a un champ qui est maintenant à 3 de matière organique, puis un fort potentiel d'augmentation, mais c'est quelle la première pratique qu'on va implémenter? Toujours dans un contexte de ressources limitées, parce que oui, on peut faire des cultures de couverture, oui, on peut utiliser des applications de fumier, on peut réduire le travail du sol, implémenter des prairies. Mais lequel va être plus efficace selon les conditions qui existent sur le sol? Fait que c'est vraiment la vision du projet qu'il y avait eu, c'est que vraiment de savoir, être capable de connaître le potentiel de la matière organique dans ma parcelle, savoir, OK, voici ma liste de mes champs, quel est le statut actuel de la matière organique et lequel de ces champs-là a un plus gros potentiel d'augmentation. Puis par la suite, pour chacun de ces champs-là qu'on veut cibler, c'est vraiment d'être capable de dire, OK, c'est quelle pratique il faudrait prioriser qui va permettre d'atteindre ce potentiel-là. Ici, vous constatez que j'utilise le terme potentiel et non prédiction de la matière organique du sol, puisque dans un contexte d'outils à la décision, qu'est-ce qui est le plus important pour le producteur, c'est d'avoir une réponse claire à une question qui peut être un peu plus complexe. Et dans ce contexte-là, l'idée du projet, c'est vraiment d'aider à prioriser le producteur à la fois de ses champs et à la fois de ses pratiques. Pour y arriver, en fin de compte de cela, on a fait rapidement différentes approches. Une de ces approches-là, c'était qu'il fallait être capable de savoir quel est l'état de la situation en matière organique du sol. Parce que c'est bien beau être capable de faire des simulations pour être capable de dire « Ah, ce champ-là a tel potentiel » ou c'est quelles les pratiques. Et l'idée là-dedans, c'est d'être capable d'améliorer la précision de ces analyses de sol-là. Parce qu'actuellement, les producteurs prennent, par la loi, à toutes les 3 ou 5 ans, des analyses de sol. Dans la majorité des cas, c'est des analyses de sol qui sont au niveau du champ. Mais dans un contexte qu'on veut être capable de fournir des meilleures recommandations, fournir de meilleures informations, à la fois sur les pratiques, sur le potentiel, il est important d'être capable de, comment je pourrais dire, l'idée là-dedans, c'est de convertir une analyse de sol moyenne, de combiner avec l'image satellite puis d'autres types de données pour être capable d'arriver à, comment je pourrais dire, je vais utiliser le terme précision, une carte plus détaillée de la composition du sol à l'échelle du champ. Puis, qu'est-ce qui a été démontré, on a été capable de le faire fonctionner dans les modèles avec une certaine performance pour être capable de, comme je l'ai dit, convertir une donnée moyenne à une donnée spécifique en différentes zones à l'intérieur du champ. Puis pour être capable de faire, par la suite, l'autre étape qu'on a fait, oui, on est capable de connaître l'état actuel, mais il faut être capable de développer des modèles. Une des choses qui est spéciale en agriculture, depuis des années, depuis 10, 15 ou 20 ans, on aime produire des modèles. Il y a différents types de modèles pour simuler la matière organique du sol, simuler les plantes, simuler, comment je pourrais dire, comment je pourrais dire, l'érosion du sol. Le problème avec ces modèles-là, c'est qu'ils sont, on pourrait dire, sont pour des besoins très académiques. Mais ils ont certains avantages, c'est qu'on est capable de les utiliser pour générer de la donnée. Parce qu'on ne se cachera pas, pour être capable de se faire le genre d'outils qu'on parle depuis tantôt, il faut beaucoup de données. Puis des données longitudinales sur plusieurs années pour tester différentes pratiques. Puis c'était ça le nerf de la guerre. Parce qu'il y en a peu où, si on voulait les avoir, ça aurait été très dispendieux.
Fait que l'idée là-dedans, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on utilise un modèle qui s'appelle DNDC pour générer, là, c'est marqué plus de 80 000, mais la réalité, c'est vraiment des millions de scénarios dans différentes conditions du Québec avec différents patterns de fertilisation qui servent à entraîner un modèle. Puis par la suite, ce modèle-là, avec à la fois les données qu'on a simulées et les données qu'on se retrouvait, comment je pourrais dire, des données qu'on a avec l'IRDA qu'on a travaillé et des données de producteurs. L'idée là-dedans, c'est de prendre ces données-là et de créer un modèle qui va permettre de répondre aux questions qu'on avait tantôt. C'est quoi le potentiel de la matière organique du sol pour chacune des parcelles et c'est quelles pratiques recommandées et priorisées pour y atteindre. Puis finalement, l'idée là-dedans, c'est d'être capable de pas juste faire un modèle qui reste une tablette par la suite, mais vraiment d'offrir une outil de la décision pour permettre de, avoir des cartes interactives de matière organique du sol, être capable de tester différentes simulations sur l'entreprise, puis tout ça à partir, des modèles IA, puis aussi de données ouvertes. Une des, comment je pourrais dire, comment ça va marcher la plateforme, parce qu'elle va être en ligne d'ici 1 an, c'est vraiment d'être capable de découvrir c'est quoi les données des parcelles qui sont disponibles sur la matière organique du sol. Par la suite, de faire le diagnostic, faire les évaluations sur c'est quoi le potentiel pour chacune des parcelles, et finalement d'être capable de comparer les différentes pratiques. Même si la plateforme n'est pas vraiment encore disponible, je vais vous montrer en fin de compte des images qui vont vous permettre, comment je pourrais dire, de visualiser la façon de faire. Une des choses qui était importante pour nous, c'était, oui, si on développe un outil, ça peut être beige, ça peut être difficile d'utilisation, mais c'est comment qu'on rend cet outil-là plus simple et plus facile pour les producteurs et leurs agronomes. D'abord, ça va commencer par l'interface. Maintenant, de nos jours, il y a plusieurs en gros, utilisateurs parmi d'entre vous qui utilisent déjà ChatGPT, Gemini, Claude, Croc, ou toutes autres sortes de modèles, et ils sont habitués d'être capables de poser une question et avoir une réponse. Est-ce que la réponse est valide ou non? Ça dépend des fois, comment on la pose, c'est quoi le type de question. Mais si vous demandez à votre producteur, hey, comment je pourrais dire à ChatGPT, quelle est la matière organique dans mon champ numéro 5, actuellement, c'est impossible parce que, 1, il n'a pas accès à vos données, 2, il n'est pas capable de visualiser les données. Ou encore, c'était quoi la différence de NDVI, comme on a vu tantôt dans la présente présentation, ou encore dans la présentation d'Infosol. Montre-moi, comment je pourrais dire, l'évaluation du NDVI par rapport au cours de l'actuelle saison. Ça demande quand même une série d'étapes, aller sur Infosol, trouver la donnée, comprendre le concept, qui rajoute des barrières à l'utilisation des producteurs. L'idée là-dedans, c'est comme vous voyez dans cette interface-là, c'est qu'il va être possible de poser des questions à l'IA et d'être capable de retourner des informations. Comme là, vous voyez, par exemple, on voulait savoir c'est quoi la valeur NDVI. C'est un exemple ici de Paris pour le Sentinelle-2 de 2022. Comment je pourrais dire? 2022. Le système est capable de comprendre la question et de démontrer sur la carte. Fait que là, vous voyez, c'est plus une façon très générique avec la tuile qu'on voit là. Mais l'idée là-dedans, c'est capable de faire la même chose via l'interface, c'est de dire capable au utilisateur, c'est OK, montre-moi sur une carte l'état de la matière organique dans tous mes champs. Vous verriez apparaître vos différents polygones, vos différents champs avec les valeurs qui sont retournées. Par la suite, d'identifier, OK, c'est quel de ces champs-là ont le plus grand potentiel de matière organique. En gros, ce que ça va faire, ça va permettre d'aller chercher utiliser les différents modèles et de représenter sous forme encore d'une carte avec des couleurs différentes, quel champ a le plus grand potentiel. Puis par la suite, de faire la même chose dans un contexte de, comment je pourrais dire, de prioriser les différentes pratiques. Puis là, je vous montre un exemple parmi tant d'autres pour l'accès aux données. La chose qui est importante de savoir pour soit les clubs agronomiques, soit les, comment je pourrais dire, les chercheurs qui sont ici, même la MAPAC, toute l'infrastructure que vous voyez, soit l'interface de chat, soit la gestion des différents serveurs qu'on utilise des nouveaux standards,
va être disponible de manière open source avec toutes les données qui sont connectées, qui ont été nécessaires dans le projet, soit les données qui sont, comment je pourrais dire, qui proviennent de, je pense, Forêt du Québec couvert, les données d'Agriculture Canada, toutes les données qui sont nécessaires vont être disponibles et disponibles à l'utilisation. Par contre, ça nécessite une certaine capacité d'utilisation du tout. Et en plus de cette version-là, je pourrais dire plus chat, il va y avoir une version un peu plus, comment je pourrais dire, classique de la chose, qui va être plus structurée. C'est vraiment d'être capable, d'être capable de découvrir les parcelles, comme on a dit tantôt. Vous voyez un exemple ici avec les différentes parcelles, voir c'est quoi les quantités selon la matière organique du sol. Par la suite, pour chacune de ces parcelles-là, d'être capable d'identifier c'est quoi le potentiel qui existe pour chacune de ceux-ci. L'exemple dans ce cas-ci, d'être capable de voir, OK, la carte, la matière organique actuelle est à 2,1 et voici celle qui va être à 3,8. Et finalement, d'être capable de comparer différentes pratiques et différentes parcelles à l'intérieur de cette interface-là. Pour la suite des choses. Puis au final, les résultats qu'on voit jusqu'à maintenant dans ce projet que je vous parle à l'instant, c'est vraiment, on n'a pas réinventé la roue dans ce projet-là. L'idée là-dedans, ce n'était pas de faire des études longitudinales ou de revoir, comment je pourrais dire, de revoir la science. Mais pour être franc avec vous, on se trouve dans un contexte qui, je crois jusqu'à un certain point qu'on connaît, on a assez de connaissances, mais le vrai défi, c'est comment les appliquer. C'est comment qu'on va réduire les barrières à l'adoption de ces bonnes pratiques-là. Et souvent, des fois, soit que les agronomes, les producteurs ou le milieu manquent des outils pour rendre ça plus facile, plus accessible et plus rapide. Puis, parmi les simulations, on peut constater, oui, les cultures pérennes augmentent la matière organique du sol. C'est, comme je vous dis, on augmente les exportations, ça réduit la matière organique du sol. Les sols argileux ont plus de tendance à retenir mieux le carbone. Et l'application de fumier organique augmente la matière organique du sol. Fait que j'apprends rien. Fait que l'objectif de ce projet-là, c'était vraiment de, comment je pourrais dire, d'améliorer la matière organique du sol, d'identifier c'est quoi les potentiels et d'améliorer, aider le producteur à s'enligner dans c'est quoi les bonnes pratiques. Puis qu'est-ce que ça va changer pour vos fermes à long terme? Peut-être que c'est de réchauffer, mais l'idée là-dedans, c'est être plus confiant dans les pratiques. Parce que je ne vous cacherai pas que dans mon cas, je suis aussi un producteur agricole. J'ai une ferme à Mont-Laurier, dans Laurentides, de moutons puis de vaches à bœuf. Avec mes parents, changer de pratique, c'est risqué. Parce qu'on ne se cachera pas que de dire on va implanter une nouvelle pratique sur une prairie, ça se peut que ça fonctionne, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être une perte économique de 5 000 ou 10 000 $. Puis comme l'agriculture, ce n'est pas une usine à chaussures que si tu manques une batch, oui, tu as une perte financière, mais l'usine continue à rouler, ça te prend un mois puis tu es revenu de ton argent. Mais ça se peut pour certaines entreprises que si une nouvelle pratique que tu essaies d'implémenter, tu as une perte de 5 à 10 000 $, ça te prend 2 ans, 3 ans, 5 ans, l'absorber. Ça, c'est un risque réel que les producteurs connaissent. Et l'idée de cet outil-là, de la décision-là, c'est de réduire cette incertitude-là pour le producteur. Puis être capable d'atteindre une meilleure santé du sol, améliorer, en fin de compte, potentiellement dans le futur, les crédits de carbone pour les producteurs, malgré que c'est de moins en moins populaire ces temps-ci avec les enjeux politiques qui existent. Être capable de prendre des décisions éclairées pour éviter des choses de essais-erreurs. Puis comme j'ai dit, réduire l'incertitude. Parce que c'est ça qui va faire augmenter l'adoption et pas simplement d'avoir une approche qui est personnalisée. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de producteurs qui connaissent les bonnes pratiques, mais qui, quand ils se disent « Ah, j'ai été voir une conférence, j'ai été voir telle chose », il y a plein de bonnes pratiques. Oui, comment je pourrais dire, oui, je sais que c'est s'agit des bonnes pratiques, mais est-ce que ça va vraiment fonctionner chez moi? Ça se peut très bien que
juste cette, comment je pourrais dire, cette crainte-là empêche le producteur d'avancer ou d'avancer et à changer ses pratiques. Ça fait pas mal le tour de la présentation. Juste remercier les différents partenaires qui sont là-dedans. Il y avait Yacine Bouroubi, qui est vraiment le chercheur principal dans le projet à l'Université de Sherbrooke. Il y a Dr. Adam Chuck à l'Université McGill. Il y a Marie-Lise Sanson qui a travaillé sur le projet. Marc-Olivier Gazal-Irda. Samuel Fouché pour les aspects géomatiques. Il y a moi-même. Et à l'intérieur de tout ça, il y avait aussi des, comment je pourrais dire, différents étudiants et stagiaires postdoctorales. Puis où qu'on en somme actuellement, c'est que c'est vraiment de développer l'architecture que vous avez vue, le concept que je vous ai envoyé, le chatbot existe, mais nous sommes vraiment rendus à déployer, à s'assurer que la plateforme fonctionne et je me donne comme objectif le printemps prochain, et être capable de livrer les formations aux différents producteurs. Fait que ça fait un peu le tour, comment je pourrais dire, la présentation. Je suis ouvert aux différentes questions. Je pense qu'il nous reste encore une bonne quantité de temps. Il me reste peut-être un bon 10 minutes. Fait que, allez-y, posez des questions. Merci beaucoup, Maxime, donc, pour cette belle présentation. Donc, belle perspective là. Je pense que cette application va ouvrir vraiment, une belle avenue là. Voilà, Marc-Olivier, donc, est-ce qu'on peut prendre des questions? Oui, jusqu'à maintenant, j'ai une question de Oui. Nodi. Est-ce que les modèles d'évaluation de la matière organique prennent en compte la qualité des fractions présentes, humiques versus labiles? La réponse, c'est non. Ça fait une couple de fois qu'on a posé cette question-là ici. Notre objectif, c'était de développer un outil d'aide à la décision. Puis quand on développe un outil d'aide à la décision, le producteur, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut savoir, je vais-tu à gauche ou à droite? Là, c'est un peu simplifié, là. Il veut une réponse claire à l'intérieur de ça. Et aussi, c'est d'être capable d'utiliser dans cette application-là, d'utiliser les données qui sont déjà existantes, soit la matière organique du sol. Lorsqu'on parle des différents types de matière organique que tu viens de nommer, que je ne me rappelle plus des noms, c'est des informations qui ne sont pas disponibles pour les producteurs. Et ce n'était pas l'objectif du projet, parce qu'il y a d'autres équipes qui travaillent là-dessus, mais c'était vraiment de développer à partir des modèles existants, des données existantes, quelque chose qui aide le producteur à s'aligner dans une direction. Puis, au final, je crois qu'on va y arriver. Est-ce qu'on va être capable de prédire, voir cette interaction-là? La réponse est non, mais les producteurs n'ont pas plus de données. Fait que c'est vraiment d'aligner et aider le producteur à aller dans la bonne direction, d'aider à comprendre le raisonnement du potentiel de matière organique du sol et quelles pratiques faire, et de l'aider à cette direction, l'aider dans cette direction, améliorer ses pratiques. Moi, j'en avais une question. Est-ce que des données sur la santé des sols, comme des profils, plus l'aspect physique du sol, sont utilisées pour réaliser vos modèles, ou c'est vraiment plus de l'imagerie puis des échantillons? On a gardé ça simple. L'idée là-dedans, c'est que ça soit facilement accessible pour les producteurs. Oui, ce serait intéressant de faire des profils, mais il y a encore moins d'informations sur les profils actuellement. Puis, par expérience, chaque profil de sol, chaque agronome a sa façon de faire des profils de sol ou de noter l'information. Oui, il y a un projet à l'IRDA qui permet de caractériser de manière qualitative et structurée pour le suivi, mais on n'a pas de base de données dans le temps. Si on aurait pour 10 ans de données d'une même méthode qui est structurée puis qui a des mesures répétées dans le temps, oui, on serait capable de les utiliser, mais actuellement, la réponse est non. Puis aussi, une des raisons pourquoi on utilisait des modèles mécanistiques comme des NDC, c'est parce qu'on manque de données. Fait que l'idée là-dedans, c'est que ces modèles-là sont entraînés avec des données plus académiques, comme des profils de sol, mais c'est comment les réutiliser. Parce que, pour être franc avec vous, ces outils-là sont assez peuvent être difficiles à utiliser et lourds et désagréables à utiliser ou à configurer. Tu n'as pas envie de perdre une journée à comprendre ça puis risquer les erreurs. Fait que c'est un peu l'idée, nous autres, c'était de ramener ça plus facilement sur le terrain.
Et Maxime, admettons un nouveau producteur veut utiliser l'application lorsqu'elle sera bien sûr disponible. Est-ce qu'il pourra interagir et puis faire entrer lui-même les données de son champ s'il les a bien sûr, ou bien est-ce qu'il dépendra de la base de données de l'application? Non, ben, il va pouvoir rentrer ses analyses de sol. Au final, ses contours de champ et ses analyses de sol, puis on va être capable de générer les recommandations. Parfait, Tout ça dans une approche sécurisée pour éviter que très bien. les données soient. On ne stockera pas de données au final, là. On ne fera pas comme InfoSol d'avoir un portail. Pour le concept, tu fournis les données. Une fois que l'utilisation est finie, les données sont effacées pour éviter les enjeux. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Merci. Voilà, donc c'est bien. Donc on finit quelques minutes avant le 11h30 là, et c'est ça. Donc c'est ce qui met fin donc à ce dernier webinaire en agro-environnement pour 2026. J'espère que vous avez apprécié. Merci à vous tous d'avoir participé en si grand nombre. Merci aux conférenciers et au comité organisateur qui a travaillé très fort pour la préparation de ce webinaire.